Fidèle amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Après 4 ans d'absence, l'opposition fait son retour à l'Assemblée nationale avec 24,2% des voix. Les démocrates raflent 28 sièges, autant que le bloc républicain, mais quasiment 2 fois moins que l'Union progressiste. Ce matin, nous recevons sur ce plateau l'honorable Wolo Koubou et les députés du Parti des démocrates dans la 8e circonscription électorale. Honorable, bonjour. Oui, bonjour, Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité nationale, notamment les activités que vous menez au Parlement, cette sortie du chef de l'État tout récemment. Nous parlons également de cette loi d'amnistie que vous avez introduite pour la libération des détenus politiques et votre combat pour le retour des exilés politiques. Et cette émission sera co-animée par mon confrère Barnabas Kouroukouma et moi. Barnabas, bonjour. Bonjour Ismaël Balogun. Honorable, bonjour. Bonjour, Barnabas. Merci de fouler les pieds au siège du groupe de presse d'Abarou. Non, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Ouais. Alors, honorable, nous avons vu ce combat que vous avez mené pour être aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Contre toute attente, il faut le dire, 28 députés sont élus à l'Assemblée nationale. Dites-nous, comment êtes-vous parvenu, malgré l'atmosphère politique de 2023, à pouvoir vous faire une place à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, mon cher Barnabas. Permettez-moi de sacrifier à une tradition, de remercier le peuple béninois et surtout les militants du Parti Les Démocrates qui ont bataillé, oui, qui ont fait l'essentiel pour que les démocrates puissent participer à cette élection. Tel que vous l'avez dit, ce n'était pas facile. En son temps, il n'est même pas facile de dire qu'on est de l'opposition. Oui, il n'est pas facile de dire que je suis démocrate. C'était très compliqué. Pourquoi c'est compliqué, honorable? À cause du pouvoir en place qui n'était pas favorable à l'idée de voir des contradicteurs devant lui. Vous savez les conditions de cette date depuis 2019. Vous imaginez qu'on puisse aller à une élection législative et que l'opposition n'y participe pas, et que le pouvoir en place ne soit pas géré, et qu'à 100% le Parlement soit monocolore. Monsieur Barnabas. Non, mais il y a eu des conditions qui ont contribué à ce que le Parlement soit à 100%. Il y a eu... Je suis désolé. Il n'y a qu'une seule chose, le certificat de conformité. Bien sûr, c'est inventé de toutes pièces. Non, mais d'autres réussi à l'avoir. Voilà. Inventé de toutes pièces par la Cour constitutionnelle d'alors de Diomeno. Et pour ça, personnellement, je lui en veux. Ça, je peux vous le dire. Parce que pour moi, oui, le pays est conçu de sorte qu'on est à la fois la mouvance et l'opposition, même dans les institutions. Ça veut dire que toutes les décisions que vous allez prendre, qui seront de nature à empêcher l'opposition d'y être, ça pose un problème constitutionnel. Mais là, honorable, je ne vous arrête pas, mais en son temps, le chef de l'État a rencontré ces partis politiques et leur a dit, si vraiment ils veulent participer à ces élections, ils sont capables d'avoir des pièces. Le chef de l'État, c'est une question de test. Ce n'est pas le chef de l'État qui est la loi. Voilà, le chef de l'État a tendance à concentrer tout sur sa personne. Non. C'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. La participation des partis politiques aux élections n'a rien à voir avec la Constitution dont vous parlez là. Il y a des textes de loi qui définissent les conditions dans lesquelles on y va. Recourons modeste. On ne va pas s'en tenir au propos du chef de l'État. Non, ça n'a rien à voir. Le chef de l'État n'est pas au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus des textes de la République. Il est important qu'on s'entende là-dessus, mes chers amis. C'est les textes de la République qui régissent les conditions dans lesquelles nous allons aux élections. Mais lorsque les individus se lèvent pour mettre en place des dispositifs pour contrecarrer, pour empêcher certaines personnes d'y aller, ça pose un problème. C'est tout ce que je dis. D'accord. Alors, comment êtes-vous parvenu, malgré cette atmosphère que vous avez décrite, à sortir votre épingle du jeu? Voilà. Vous savez, à un moment donné, même eux aussi n'étaient pas satisfaits. Ils n'étaient pas à l'aise dans leur posture, où le Parlement était monocolore. Okay. Personne n'était heureux par rapport à ça. Même les gouvernants eux-mêmes. S'ils sont sincères, ils doivent reconnaître que c'était une erreur. À partir de cet instant, même eux-mêmes, ils veulent. Mais la seule chose qu'ils ne voulaient pas... Ça veut dire qu'ils vous ont favorisé, votre arrivée à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez... À vous entendre, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Non, ça veut dire que vous ne me comprenez pas. C'est devenu à un moment donné un os dans leur gorge. Ça ne veut pas dire qu'ils nous ont favorisés. Ils ont tout fait pour que
pour éliminer au maximum possible. Il faut nous rendre... Aller d'éliminer. Oui, c'est-à-dire que... C'est le peuple qui a voté. Pourquoi vous parlez d'éliminer? Ce n'était pas une compétition, un concours pour dire qu'on a éliminé. C'est le peuple qui décide de qui va au Parlement. C'est le peuple qui a voté. Vous avez parlé des conditions dans lesquelles on est allé. Nous ne sommes même pas encore... Ok, vous parlez de la procédure. Exactement, la procédure. Ok, des partis politiques. D'accord. Aujourd'hui, vous vous appelez, vous imaginez aujourd'hui qu'on a infligé à nos candidats, que je peux vous citer, Justin Ajovi et je peux citer un certain nombre, laissez-moi y revenir, oui. À qui on a coupé 500 millions d'impôts. Oui, mais c'est... 800 millions d'impôts. Mais vous, par exemple, pourquoi on ne nous a pas imposé beaucoup de ressources, enfin, 500 millions comme les autres, et vous avez pu avoir votre récépissé. Ça veut dire qu'ils ont certainement des choses qui ont poussé la DGI à leur imputer ce montant payé. Est-ce que vous pensez que c'est fait de façon volontaire? Ça veut dire que vous n'avez pas suivi l'actualité. Non, mais vous, par exemple, parce que vous êtes des vous avez également eu le quitus fiscal. Vous parlez comme si c'était moi seul. Non, vous n'êtes pas seul, mais le Parti des démocrates a présenté autant de candidats que l'Union progressiste, que l'UPR. Donc ça veut dire que quelque part, il y a d'autres... Les contraintes qu'on nous inflige là, c'est les mêmes contraintes qu'on a infligées à l'Union progressiste ou au Parti au Bloc républicain. On a vu des députés du Bloc républicain et de l'UPR également qui n'ont pas pris part à ces élections à cause Je suis désolé. Du fisc. Je suis désolé. Ça là, je peux vous le dire, allez-y le dire n'importe où. Oui. On a rendu les conditions très dures, les conditions de participation assez dures au Parti des démocrates pour empêcher le Parti des démocrates d'envoyer à l'Assemblée ses plus grands jokers. Parce que déjà, on prévoit déjà ce qui va se passer. Donc à partir de cet instant, il faut les élaguer. Ça c'est vous qui le dites. Oui, c'est ma position. Ça, c'est vous qui le dites, sur une honorable. chaîne de télévision. J'en prends la responsabilité. D'accord, honorable. Nous allons la responsabilité. Oui, dites-nous comment vous êtes parvenu à vous faire élire dans ces conditions. C'est ce que on voudrait savoir. Malgré tout ce que vous décrivez comme atmosphère, comment êtes-vous parvenu aujourd'hui à être député à l'Assemblée nationale? Oui, mais mon cher Barnabas, oui. Vous voulez m'amener à ne pas vous dire ce que je veux dire. Je crois que Parlez. Ici, on a la liberté de dire tout ce qui n'enfreint pas aux règles déontologiques et morales et éthiques. Je vais vous répondre pour vous dire simplement c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. D'accord. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je constate simplement qu'il n'y a pas ce que Dieu ne peut pas faire. Et par conséquent, nous avons le droit d'espérer. Oui. Nous avons le droit d'espérer. Et c'est ça qui m'amène à dire, quand je vois les gens se comporter, j'ai dit non, ils ne comprennent pas encore la puissance, la grandeur de Dieu. Oui. Et je suis sûr, Barnabas qui est bien placé pour savoir que je n'ai pas raconté comment je suis arrivé. Ah oui. Oui, je dis simplement c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ça me renforce encore de dire il faut avoir foi en Dieu. D'accord. Il n'y a pas ce que Dieu ne peut pas faire. Voilà, Dieu, vous venez de parler de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, votre élection. Alors, un député du Bloc républicain, notamment l'honorable Rachid Badamassi, a affirmé que vous avez été surpris de votre élection, ce qui expliquerait, selon lui, votre non-maîtrise de la pratique parlementaire. Que répondez-vous à cela? Si vous me permettez, je n'ai pas envie de parler de Badamassi. Non, mais ça ne me plaît pas du tout. Mais non, c'est sur ce fauteuil où vous êtes assis qu'il a tenu ses propos à l'égard des députés du Bloc et des démocrates. Et nous pensons qu'il serait normal que ceux qui ont suivi cette émission également puissent suivre votre réponse. Dans la presse, on nous exige d'accorder la possibilité aux... Je crois que j'ai suivi, tout le monde m'a envoyé presque... les audios, d'abord les audios, après les vidéos de Badamassi. Je me suis contenté juste de sourire. D'accord. Et j'ai dit, voilà quelqu'un à qui il ne faut pas... C'est un grand frère que je respecte beaucoup. D'accord. Et je ne le vois pas. Dans la posture qu'il est là, je ne suis pas prêt à jouer sur ce terrain-là. D'accord. Oui. C'est quoi le terrain là? Il est dans quelle posture? Il est dans le déni. C'est-à-dire que c'est comme si ce qui est en train de se passer là, il ne comprend pas encore.
Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit? Voilà. Il dit que vous êtes nouveau, et c'est vrai, vous êtes un nouveau député. Lui, là, il a plusieurs années d'expérience. Et que vous ne maîtrisez pas encore les pratiques parlementaires. Il a cité un certain nombre de choses en termes de rejet du budget 2024, par exemple. Vous avez apporté des amendements et qui ont été pris en compte en majorité par le gouvernement, mais en fin de compte, vous avez voté contre. Et il reproche également de n'avoir pas fait ressortir dans vos recommandations des projets ayant trait à vos populations. Quand on parle de la 8e circonscription, la route Cabo-Parakou, la route Parakou-Péréré, etc. Oui, honorable. Parce que Guanamassi a dit des choses graves. Voilà pourquoi je ne veux pas le dire. Oui, quand c'est grave, il faut répondre. Non, c'est l'occasion. Guanamassi dit que le parti des démocrates a fait près de 38 recommandations. Oui. C'est faux. Ah bon? Oui. Il y a eu combien de recommandations? Le parti des démocrates n'a fait que 5 recommandations. 5. Il va jusqu'à dire qu'on a fait 38 et que le gouvernement a accepté 36. Oui. Et que si cette base-là, comment nous pouvons, à partir du moment où quelqu'un n'a pas l'information juste, il ne discute pas sur la base de la bonne information. Que voulez-vous qu'il discute avec celui-là? Ce n'est pas possible. D'accord. Toutes les recommandations faites au niveau de l'Assemblée nationale, tout parti confondu, ça fait 38. Pourquoi peut-il conférer ça au parti des démocrates? D'accord. Il passe sur une base fausse. Il n'a pas les bonnes informations. Pourquoi il va discuter avec lui? Alors, à partir de cet instant, moi, je ne suis pas prêt à le faire. D'accord. Oui, c'est sincère. C'est-à-dire que voilà quelqu'un avec qui vous avez passé un examen et il a échoué. Et c'est lui qui veut venir vous enseigner l'année prochaine comment vous allez faire pour réussir. Ça pose un problème. Je vous en prie. Franchement, je ne veux pas... C'est un grand frère que je respecte beaucoup et je veux que ce problème soit réglé ailleurs, pas par moi. D'accord. Pour moi, là, le phénomène Guanamassi, je n'ai pas affaire avec. J'ai fini avec. C'est terminé ça. D'accord. Merci beaucoup, honorable. Oui. Loi d'amnistie en faveur des détenus et exilés politiques, introduite par le parti Les Démocrates, ayant 28 sièges sur 109. Dites-moi, honorable, sur quoi vous comptez en introduisant une telle loi d'une si grande importance pendant que vous êtes minoritaire au Parlement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ce niveau, j'ai vraiment envie d'être sincère vis-à-vis du peuple. Vous savez, on dit souvent que on ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Bien sûr. En introduisant cette loi, cette proposition de loi, notre objectif au niveau donc, du groupe parlementaire des démocrates, c'est de donner l'occasion au gouvernement et surtout à son chef, le président Patrice Talon, de se repentir par rapport à l'incarcération injuste de notre sœur Rekia Amadou et de tous les autres. Injuste, vous dites? Injuste. Pourquoi? Je pèse mes mots en le disant. C'est devant vous que le groupe de travail de l'ONU est venu ici travailler pour trouver que c'est une détention arbitraire et a donné un ultimatum de 6 mois pour que le président de la République puisse libérer Rekia Amadou. Mieux, le juge Batamossi a démissionné dans ce pays et a trouvé qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice, qu'il y a eu des injonctions. Je sais qu'on a inséré la peur au niveau du peuple béninois. Les gens ne peuvent pas parler. Sinon, c'est de l'injustice pure. Et depuis sa détention jusqu'à aujourd'hui, Mme Rekia Amadou ne bénéficie pas du droit des détenus. On ne peut pas la visiter. Elle ne peut pas appeler comme les autres députés. Elle ne peut même pas appeler son avocat. Sa maman, elle ne peut pas appeler. Donc on l'a mis dans des conditions de détention graves. Oui, tout ce que vous affirmez reste des affirmations dont nous n'avons pas encore les preuves. Invitez son avocat, Maître Renaud Bojo. Oui, il viendra vous parler de ça. Ce qu'elle ne bénéficie pas de ces avantages. En tant que député, vous vous rappelez, nous avons choisi d'aller la visiter. On l'a refusé. C'est devant tout le monde, non? On a interdit. Alors, honorable. On a mis des conditions carcérales dramatiques. D'accord. Elle a commis le péché qu'on ne devait jamais. Oui, le chef de l'État me l'a dit tout récemment lors d'un entretien. Lorsqu'il recevait les démocrates, le président du parti, il y a eu des preuves, il y a eu un jugement et cela s'est avéré que
elle a voulu tenter à la vie d'un ancien maire de Parakou. Il y a eu beaucoup de choses, des conversations téléphoniques. Il en a parlé lors de l'entretien. Vous savez, je ne vais pas vous laisser finir. C'est une erreur. J'ai l'impression que le président de la République ne comprend pas. Nous sommes dans un principe, nous sommes en démocratie. Donc il y a le principe de séparation de pouvoir. D'accord. La justice, d'accord, oui. Le pouvoir exécutif, oui. Le pouvoir législatif. Oui. Le principe de séparation de pouvoir n'autorise pas le chef de l'État à connaître du fond d'un dossier qui est pendant devant la justice. Non mais... Vous permettez? Oui. Allez-y. Si vous avez suivi l'interview que le président de la République a eue pendant que Mme Rekiat Madougou n'était pas encore condamnée, où le procès n'a pas encore eu lieu, le président de la République a dit elle est venue dans le pays avec des valises d'argent. Le président de la République a fait les mains comme ça, des valises d'argent, soutenues par le président de la sous-région. Oui. Les valises d'argent là sont où? C'est le chef de l'État. Il y a les renseignements. Donc, il est informé de tout ce qui se passe dans la justice. Voilà, quand vous avez des renseignements, vous prouvez ça quand vous êtes devant la justice. Les valises d'argent là, les juges ont trouvé ça. C'est où? Et c'est ce qu'on lui reproche, de s'immiscer dans les affaires de la justice. Au-delà de tout, il est le président de la République, mais il y a un principe de séparation de pouvoir. Quand un dossier est pendant devant la justice, le procureur de la République, c'est son rôle de parler de ça. Est-ce que ce dossier est vidé parce qu'il y a eu un verdict? Non, n'allez pas de coq à l'âne. N'allez pas de coq à l'âne. C'est ce que le président... Vous parlez de l'interview avant la condamnation? C'est ça que je suis en train de vous dire. Okay, déjà avant la condamnation, le président de la République a déjà condamné Mme Rekiat Madougou. Il a déjà condamné. Avant me le verdict. Avant me le verdict. Ça, il faut le savoir. Il a dit, la télévision est là. Il n'est pas membre du Parti des démocrates. Comment il a su qu'il n'est pas membre du Parti des démocrates? Il n'a qu'à nous prouver que Mme Madougou n'est pas membre. Comment on est membre d'un parti politique? C'est du mensonge. Et mieux, le président de la République dit elle est venue avec les deux valises. On parle du chef de l'État, on parle du chef de l'État, on ne va pas parler de mensonges. Non, il y a du respect pour le chef de l'État. On ne va pas parler de mensonges. On ne va pas parler de mensonges. Ah d'accord, utilisez un autre mot. Trouvez un autre mot, mais on ne va pas utiliser le mensonge pour qualifier. Ce dossier, je veux revenir sur l'entretien que le chef de l'État a eu récemment. Le chef de l'État a opposé une fin de non-recevoir, d'accord, à la loi d'amnistie. Pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Mais la justification que le chef de l'État en donne, personnellement, nous pose problème. Et à la limite, c'est frustrant. Oui, tout porte à croire que la loi d'amnistie est mal formulée. Voilà. Est mal formulée, de sorte que même si on a 100% de démocrates, alors là, cette loi ne passerait pas. On se pose la question de savoir, en réalité, que veut dire le chef de l'État? Vous ne trouvez pas une logique à ce qu'il dit? Aucune. Il dit ce n'est pas possible de mettre tout le monde ensemble dans une loi d'amnistie. Pourquoi on aurait pu faire comme en 2019. Est-ce qu'on a dit qu'on veut mettre tout le monde? Oui, mais vous parlez de libération des détenus politiques, vous parlez de retour des exilés. Ça fait déjà deux. Ceux qui sont en exil, ils le sont par plusieurs motifs. D'autres pour détournement de fonds, d'autres pour trafic de drogue, etc. Pareil pour ceux qui sont en prison. Et je poursuis avec ce que mon confrère dit. Le chef de l'État dit pourquoi c'est sur les cadres que vous insistez depuis des années. Chaque fois, c'est sur cette dame-là. Quand on vient me voir, quand les démocrates viennent me voir, c'est Rekiat Madougou, c'est Rekiat Madougou. Pourquoi pas jouer là, Ivo? Si on ne parle pas de Rekiat Madougou, on va parler de qui? Qui appartient à notre parti? C'est Rekiat Madougou. La charité, bien entendu, commence par soi-même. Si on ne parle pas de Rekiat Madougou, c'est l'UP qui vient parler de Rekiat Madougou? Ou bien le BR? C'est notre affaire. Elle est notre candidate. C'est notre présidente. Oui. À moins qu'on soit en train de faire donner dans l'hypocrisie. Si on doit, il y a quelqu'un, s'il y a une première personne qu'on doit défendre, c'est d'abord Rekiat Madougou. On ne passe pas du dos de la pierre pour ça. Si on ne le défend pas, lui il a défendu en tant que président de la République. Il ne le défend pas. Nous, c'est notre présidente. Nous la défendons. On ne va pas demander à quelqu'un de venir le faire à notre place. Et c'est lorsque nous l'avons fini de défendre que nous allons augmenter d'autres personnes là-dessus. Ceux qui veulent en souffrir, nos cas en souffrir, c'est d'abord elle notre préoccupation. Il faut être clair là-dessus. C'est elle notre préoccupation. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et c'est pour ça, on ne négocie pas. Si le président veut en souffrir, il n'a qu'à en souffrir. Alors, honorable. Et maintenant, je vais vous dire, je n'ai pas encore fini, vous me permettez? Allez-y. Je vous ai suivi. On a dit,
Au niveau de notre loi, notre proposition de loi d'amnistie, nous avons demandé à ce que les détenus politiques, dans le cadre des élections, des événements de 2021, c'est la libération de ceux-là que nous avons demandé. Je ne vois pas en quoi les détenus politiques, ceux qu'on a arrêtés lors des événements, les élections de 2021, en quoi c'est pas cohérent? En 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu événement, il y a eu tension. Tout à fait. La loi d'amnistie n'a pas marché. Pourquoi en 2021 on pense que ça ne doit pas marcher? Oui, mais là, ce n'est pas que des détenus, mais il y a aussi les exilés. Oui. Ce que vous ne savez pas, c'est que notre constitution interdit même qu'on exile nos compatriotes béninois. Non, mais c'est des gens qui sont... L'exil, comment ça se manifeste? On se sent menacé, on quitte. Rien n'atteste de la menace ou de la non-véracité de cette menace qui pousse l'exilé à aller hors de son pays. Mais est-ce que les reproches qu'on fait à Komi Kouché, les reproches qu'on fait à Djenotin, les reproches qu'on fait à Léadi Soglo... Vous parlez comme vous ne savez pas, quand on veut vous reprocher quelque chose aujourd'hui, comment on peut vous coudre ça à votre taille? Non mais écoutez, moi je suis dans la réelle politique, je ne peux pas tenir le langage de bois comme vous. Non, je suis dedans. Nous on s'appuie sur des faits et sur des textes qui sortez de là. Non. Sortez de là. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on est en train de dire au président de la République. Il est temps qu'il regarde la réalité en face. Le jeu auquel on est en train de jouer, les jeux de mots, il faut finir avec. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous estimez que c'est un jeu de mots? Oui, bien sûr. Vous avez vu, le président, après avoir fait son discours à la nation, le jeudi 21 décembre, à l'Assemblée nationale, en moins de 44 heures, a été contraint de faire un autre entretien pour expliquer son discours à la nation. D'accord. Ça pose un problème. Ça veut dire que le président n'a pas convaincu. Le président n'a pas convaincu les Béninois. Et le pire, son entretien a encore enfoncé le clou, à mon avis, parce qu'il a raté. Pour moi, il a raté le coach. D'accord. Oui, pour moi, il a raté totalement. On peut prendre un certain nombre de points sur lesquels la question donc, de la situation avec le Niger, je crois que le propos que le président avait tenu à l'hémicycle était même encore un peu plus intéressant. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons compris que le président est dans la dynamique de se désolidariser de la CEDEAO. Pour sauver juste sa tête. Non, mais pas pour sauver sa tête. Il a expliqué sa posture. Le chef de l'État estimait qu'on appartenait à une organisation et vous conviendrez avec moi que un coup d'État, ce n'est pas quelque chose qu'on doit encourager. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Oui, c'est la moindre des choses. Voilà. Personne n'est d'accord avec le coup d'État. Avec le coup d'État. Tout à fait. Maintenant, quand il est survenu, il faut d'abord montrer son désaccord vis-à-vis de ce coup d'État. Et c'est ce que le chef d'État a fait, c'est ce qu'il a dit. Vous avez votre enfant, vous lui dites, on ne vole pas. Lorsqu'il vole, il faut lui faire peur. Il faut lui dire, on ne vole pas, oui. Il ne s'agit pas de lui faire peur. Laissez tomber. Oui. Si vous le payez, vous êtes le patron des voleurs. Vous dites à votre enfant de ne pas voler. Il vous regarde et il sourit. Non. Il vous laisse tourner dos et il va voler. Non, je ne suis pas d'accord avec... Non, c'est vous qui avez donné cet exemple. Je suis désolé. Ce n'est pas venu de moi. D'accord. J'ai ma théorie, je vais vous dire, sur la question des coups d'État. Mes chers amis, aujourd'hui, tel que nous traitons les coups d'État, la CEDEAO va plutôt encourager les coups d'État plutôt que de mettre fin aux coups d'État. Vous pensez? Oui, je pense, tel qu'on les traite. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de traiter les conséquences et non les causes profondes des coups d'État. Selon vous, c'est quoi les causes? Les causes profondes des coups d'État, c'est le déni de démocratie que nous vivons dans notre pays. Les révisions inopportunes des constitutions par nos dirigeants pour se éterniser au pouvoir. C'est les raisons pour lesquelles les coups d'État interviennent. La persécution, l'emprisonnement des opposants. Oui. L'usage abusif des forces de sécurité publique, de l'armée, la justice contre le peuple. C'est des événements qui génèrent des coups d'État. La mauvaise gouvernance. Et c'est par rapport à ça que la CEDEAO devait travailler pour endiguer, pour mettre fin à cela. Si cela n'existe pas, les coups d'État ne viendraient pas. Mais lorsque vous laissez ça, et vous vous dites, parce qu'on a renversé, vous allez voir là, celui qu'on a renversé, on va le remettre.
Ça, c'est les conséquences que vous êtes en train de... Vous laissez les cours et vous allez vous occuper des conséquences. Bonjour. Bonjour les dégâts. Ça, je vous le dis et je vous le répète. D'accord. Alors, honorable... C'est du folklore. Oui. D'accord. Il vaut mieux arrêter. Il y a quelques jours, lors de son entretien, Patrice Talon a affirmé que le Bénin va bien et qu'il ne comprenait pas pourquoi le président Boni Yayi et les démocrates sont contre sa démarche de faire autrement les choses. Ça vous inspire quoi? Oui, je l'ai déjà dit quelque part. J'aurais bien voulu que le président de la République donne un peu d'humilité. À travers son discours d'État sur la nation, le président de la République, en citant les performances économiques de notre pays, a trouvé qu'on est presque meilleur dans tous les domaines. Premier de l'UMOA sur nous avons tous vu ces résultats publiés par des agences renommées, par des organisations renommées en termes de qualité, de vitalité de notre économie. Merci beaucoup. Nous sommes à 3% aujourd'hui et parlons d'inclusion financière. Alors, donc, voyez-vous, quand vous regardez toutes ces performances dont on parle là, c'est l'appréciation que les gens qui sont à l'extérieur du Bénin donnent. Oui. Les Béninois qui sont en train de vivre à l'intérieur, quelle est leur appréciation? Vous, quelle est votre appréciation, honorable? Vous qui êtes un représentant du peuple. Malheureusement, mon appréciation n'est pas la meilleure. C'est de prendre la vendeuse de tomates sur le marché de Topa, le fonctionnaire béninois, l'enseignant, l'AME qui est là. Quelle est son appréciation de la situation économique de notre pays? Oui, les poches du pouvoir d'achat de Béninois. Est-ce que le Béninois trouve à manger à sa faim? Est-ce que le Béninois arrive à se soigner facilement? Est-ce que les agents du port aujourd'hui sont heureux par rapport à la gestion qu'on est en train de faire du port? Est-ce que les producteurs du soja sont heureux aujourd'hui? C'est cette appréciation-là qui donne l'appréciation. C'est pourquoi quand le président me dit « je suis fier », non, j'ai dit « président », votre fierté, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous êtes le représentant de tout le peuple béninois. D'accord? Votre fierté, c'est la fierté de chacun des Béninois. Ne concentrez pas, ne focalisez pas sur votre personne, non, vous vous trompez. Vous êtes au service du peuple béninois. Alors, vous qui êtes avec ce peuple. Vous êtes au service du peuple béninois, d'accord? Lorsque la vendeuse de Tokwa est heureuse, elle est à l'aise. Le producteur de soja, lorsqu'il est content, il est fier d'être béninois. L'AME, c'est là, il est heureux, il jouit, il est heureux avec sa famille, il peut se soigner, il peut se nourrir, il a un salaire qui lui convient, il est fier. Lorsque tout ce monde-là dit qu'il est fier, le président n'a pas besoin de dire pour qu'on sache qu'il doit être fier. D'accord, honorable. Vous qui êtes avec le peuple, vous qui êtes représentant du peuple, oui. Quelle est aujourd'hui la santé des populations par rapport à ce que le chef de l'État dit? Le peuple béninois vit dans la misère, dans l'extrême pauvreté. À peine une minorité se trouve être heureuse. Moi, je suis au milieu du peuple. Aujourd'hui, là, il suffit d'atterrir chez vous, c'est des milliers de personnes qui sont là. Ça ne va pas. Moi, je ne sais pas où est-ce que ça va. On nous dit que le taux de croissance, nous au niveau de l'Assemblée nationale, comme que je l'ai dit, malheureusement, mon ami Guayamasi a mal à travesti tout ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale. Avant le vote du budget, on est venu nous dire que le taux de croissance est d'environ 6,5%. J'ai dit, mais sur quelle base vous avez calculé ces taux-là? Vous avez aussi créé de la richesse. La France n'a pas fait un taux de croissance de 1%. Ils vivent 10 fois mieux que nous. Comment se fait que nous qui avons fait 6,5%, on est dans une misère dramatique? C'est ça ma préoccupation. Il y a des agrégats que vous nous présentez là. Nous ne sommes pas fiables. Ça ne nous permet même pas de faire des analyses approfondies. Vous dites que le taux d'inflation est de 3%. Et je vous prends, vous-même là, lorsque vous prenez le pillage de Siraro ici, c'était combien? C'est à 1000 francs le point. C'est devenu combien? 2000. C'était 500. Oui, c'était 500. C'est devenu 1000 francs. On a doublé ça. Dans tous les postes de péage, tout a été doublé. Mais on a diminué à Niki. À Niki, c'était à 1000 francs, c'est revenu à 500. Il a fallu que les populations se lèvent et se mettent debout. Sinon, vous tuez quelqu'un qui doit quitter chaque jour Niki pour venir ici. La boîte de sucre que nous achetons, c'est à 250 on achète ça. Il y a une crise mondiale. Pas pardonner. On ne refuse pas. Il y a eu des subventions de l'État également. Et il y a eu des subventions de la part de l'État sur ces produits-là.
Et il dit la boîte de sucre que nous achetons à 250. Oui. Vous achetez à combien aujourd'hui? 500 francs, 600 francs. C'est doublé. Et pourquoi vous venez de parler d'un taux d'inflation de 3%? Ça ne répond à rien. Donnez-nous les vraies statistiques. Donc vous estimez que les statistiques que le gouvernement donne ne sont pas vraies? J'ai parlé de ribasage. Moi, je parle avec le ministre de l'économie lui-même à l'Assemblée nationale. J'ai dit, expliquez-moi. Je suis un économiste, je suis un financier. C'est pas ce qu'on est. Non, on n'est pas dans le verbiage, le discours du peuple. Là. Non, le discours du peuple, ça c'est ailleurs. Quand on est avec les gens sérieux là, nous voulons parler économie, on veut parler développement là, on va parler de ça. Sur les bases sérieuses. Même aujourd'hui, personne ne croit plus en ces chiffres-là. Ça ne tient pas la route. Comment on peut faire un niveau de croissance de 6,5%? On va vivre tant de misère. Ça passe par où? Alors, qu'est-ce qui marche? Oui, honorable. Là où vous êtes en train de le voir là, oui. La production agricole, oui. Qu'est-ce que ça a donné? Même le coton qui est là à partir, le coton a chuté de 700 000 tonnes à 500 à oui. 500. Finalement, qu'est-ce qui va? Oui, parlons de l'agriculture. Nous allons parler du soja à présent. Nous avons vu votre combat lorsque il était interdit d'exporter le soja. Des blocs de pierre ont été utilisés pour barricader la route. Le chef de l'État a donné une explication par rapport à cela. Selon lui, il n'est pas normal que des voies soient créées par des populations pour sortir du pays. Il y a des voies dédiées qui sont contrôlées et désormais c'est par là il faut passer. Et c'est ce qui explique l'utilisation de ces blocs pour barrer certaines routes qui donnent accès aux pays limitrophes. Que pensez-vous de cela? On vous a vu dans la lutte pour le dégagement de ces blocs de pierre. Je crois que nos dirigeants sont dans un déni et il est important qu'ils puissent se corriger. Et comme je viens de le dire dans le cas des coups d'État, oui. On s'attaque aux conséquences et on laisse les causes. Est-ce que vous allez acheter le soja au prix rémunérateur qu'il faut pour le producteur et il va courir pour faire sortir ça du pays? Normalement pas. Alors pourquoi vous ne réglez pas ce problème-là? Le problème d'achat du soja au prix rémunérateur, au prix qu'il faut aux producteurs. C'est la solution pour ne plus avoir à bloquer. Parce que vous achetez au prix qu'il faut. Pourquoi va-t-il traverser la frontière avec? Et vous allez mettre les pieds, vous réglez les conséquences. Alors, et vous laissez les causes. Mais combien de temps va leur dire ça? Aujourd'hui, le gouvernement a pris des dispositions où on laisse le libre choix aux producteurs de fixer le prix du soja. Le gouvernement à travers cette mesure, tout récemment prise par le gouvernement. Oui. Est-ce que ce n'est pas que le problème n'est pas réglé? La mesure prise par le gouvernement, oui. D'accord, est non avenue. Pourquoi? Parce que le gouvernement a déjà foutu en réalité le secteur à l'air. Je vous explique. Oh, d'accord. Lors de la campagne 2022-2023, les mesures ont été prises pour empêcher tout exportateur de rentrer dans le territoire de Naples pour venir acheter le produit. Au motif que on a des usines au niveau de Glogibé qui sont prêtes à transformer cette production. On est parti de 30 francs ou bien de 40 francs sur le kilo du soja comme taxe pour aller à 140. Oui. Ce prix-là, c'est un prix prohibitif. Lorsque vous avez fixé une telle taxe, le produit ne peut plus sortir du pays. Mieux, on a mis des agréments que vous devez avoir forcément pour pouvoir exporter. Oui. Donc c'est comme si on a refusé l'exportation de ce produit. C'est une bonne chose. Personne n'est contre la transformation. Personne n'est contre l'industrialisation. Oui. Nous sommes tous favorables à ça. Oui. Alors, le gouvernement doit savoir quelle est la capacité de transformation qu'il a installée à l'intérieur du pays. D'accord? Quelle est la capacité de production des producteurs? Quelle est la capacité de production des producteurs? Oui. Est-ce que la capacité de production installée permet de transformer toute la production sur place ici? D'accord. Le gouvernement se retrouve dans une situation. La capacité installée ne permet pas de transformer tout ce qui a été produit. Le surplus, vous en faites quoi? Voilà le problème. Mais vous êtes des gouvernants et vous nous dites de ne pas parler. Vous faites des erreurs. Vous avez échoué. Nous, on va vous le dire. C'est notre rôle en tant qu'opposition. Vous pensez que... C'est un échec. D'échec à quel niveau? J'ai dit ça à l'Assemblée nationale. Échec à quel niveau? L'organisation de la campagne, ça a été un échec.
la campagne agricole. Alors, quelle est la proposition des démocrates aujourd'hui pour ce qui concerne... C'est pourquoi, quand vous avez fait ça, les opérateurs de ces secteurs ont peur même de revenir au pays. Même quand vous allez dire que c'est 0 francs, ils ne veulent plus revenir. En fait, c'est le problème, c'est dans ça qu'on est. Hein. D'accord. Le gouvernement dit, bon, ok, je laisse tout tomber. Les gens disent, non, on ne vient pas. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle il faut nous donner la parole pour qu'on dise ça. Voilà, aujourd'hui vous avez la parole. À nos dirigeants de corriger. Parce que si ça ne va pas, ce n'est pas eux seuls qui vont en souffrir. Oui. Nous-mêmes, nous qui ne sommes pas complices de ce qu'ils sont en train de faire, nous en souffrons. Pire, nos paisibles populations, les Béninois se sont suicidés. Les Béninois sont morts dans cette affaire de soja. On a enfermé des gens parce qu'ils ont fait des prêts pour aller cultiver ça. Ils n'ont pas pu rembourser. D'autres ont fui. Ils ont laissé femmes et enfants. Mais l'homme ne peut pas servir de cobaye pour des erreurs politiques. Alors, quelle est votre proposition? Quelle est la proposition des démocrates par rapport à la filière soja? À des moments donnés, il faut que nos dirigeants écoutent. Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, c'est contre moi. Ce n'est pas la force. Non. On est fort, on peut faire ce qu'on veut, vous ne pouvez rien. Non, c'est une erreur. Oui. C'est un peuple que vous gouvernez. Et la souveraineté, que personne ne l'oublie. La souveraineté appartient au peuple. Oui, quelle est votre proposition? La proposition, c'est que vous devez vous asseoir et discuter correctement avec les sojaculteurs. Vous connaissez et ne faites pas de l'amateurisme. C'est à la limite, je ne sais pas, c'est comme si c'était de l'improvisation. Comme si on n'a jamais fait la commercialisation agricole au Bénin. Comme si c'est maintenant que ça a commencé, ça n'a pas commencé maintenant. Alors, vous vous asseyez, vous connaissez votre capacité de production, vous ne pouvez pas tout transformer. Il y a une partie que vous pouvez exporter. Permettez aux gens de pouvoir exporter, ceux qui vont exporter, organiser ça. D'accord. Parler avec les acteurs. Il ne s'agit pas de parler seulement avec les producteurs. Il faut parler avec les producteurs. Parler avec les exportateurs. Parler avec les intermédiaires. Tous ceux-là, c'est des acteurs, c'est des Béninois. Asseyez-vous avec eux. Comment on fait? Ils faisaient ça il y a longtemps. Ne venez pas réinventer la roue. C'est ce qu'on dit. C'est le conseil. Parler avec les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes dirigeant que vous connaissez tout. C'est vrai. Et les autres ne sont pas bêtes non plus parce que vous les dirigez. Non, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, honorable, nous, dans notre position d'opposant, on a l'obligation de le dire. Sinon, nous ne jouons pas notre rôle. Vous vous évertuez au quotidien pour, en tout cas, défendre la cause des populations à la base. Et 2026, c'est l'année de tous les enjeux, l'année des élections générales au Bénin, notamment les législatives, communales et municipales, et les présidentielles. Dites-nous comment le parti politique Les Démocrates prépare 2026. Vous savez, les élections qui pointent à l'horizon, je crois que c'est une grande occasion pour jauger une fois encore la sincérité, la crédibilité de nos dirigeants. D'accord? Parce que vous savez, la plupart de nos dirigeants, lorsqu'ils sont en fin de mandat, ils ne sont préoccupés que par une seule chose. Comment réviser la Constitution pour s'éterniser le pouvoir? Je crois que le président de la République, pour une fois, sera mis à rude épreuve. Nous allons voir si il va chercher à réviser la Constitution ou pas. Bon, évidemment, lui-même l'a déjà dit. Voilà, lors de son entretien, il a dit... Oui, il a dit, je suis donc à mon deuxième et dernier mandat. Voilà, donc, nous voulons constater ça. Ça, c'est la première étape. C'est très important pour nous. Voilà. D'accord? Que nos dirigeants commencent à prendre de la hauteur. Oui. Quand vous venez pour un mandat et vous dites non, bon, je vais faire encore le second, on ne va pas discuter. Je ne vais pas revenir dans les détails. Oui, je ferai de mon mandat une exigence morale. Malheureusement, on est allé à un second mandat. D'accord? Nous espérons que le président va prendre de la hauteur pour ne pas rentrer dans cette manifestation-là de nos dirigeants qui sont souvent tentés de réviser la Constitution de façon inopportune. D'accord? Et maintenant, ce qui reste, il faut préparer les élections pour que les élections soient équitables, justes, transparentes, éviter les exclusions. J'ai suivi le président de la République lors de son entretien. Dit que du fait que sur la question du soja, on n'est pas allé au thème de cette... Vous voulez qu'on revienne encore sur la question du soja? Non, c'est pour ça que je reviens. D'accord, rapidement. Le président de la République disait que en quelques minutes, le soutien que les démocrates apportent aux sojaculteurs l'irrite apparemment. Et dit, dans ces conditions-là, c'est comme si vous continuez comme ça, on ne va même plus vous permettre de venir aux élections. Ça veut dire qu'on est trop... On gêne déjà suffisamment. C'est pas comme ça que le chef de l'État l'a dit. Ah bon, je serais très heureux qu'il précise sa pensée. Parce que c'est pour ça que je disais que
En voulant s'expliquer lors de cet entretien, Oui. il a contribué plutôt à nous embrouiller. Oui, il n'a pas éclairé véritablement. D'accord. Oui, il y a des zones d'ombre qui existent. J'ai l'impression que le chef de l'État a menacé même les démocrates. Non, non. Vous pensez? Non, Oui, parce qu'il a tenu des propos sur la question donc des frontières. Je vous dis, personne ne dit qu'on n'a pas le droit de sécuriser notre production au niveau interne. Donc vous êtes Mais d'accord prenons avec les ça? dispositions pour. On ne peut pas faire le développement, on ne peut pas faire l'industrialisation au détriment d'une catégorie, des producteurs. Pourquoi c'est les producteurs qu'on doit sacrifier? Pourquoi c'est eux qui ne doivent pas bénéficier du fruit de leur production? Il faut être juste au-delà de tout. Si on achète le soja au prix rémunéré, au prix qu'il faut, pourquoi doivent-ils franchir les frontières pour aller vendre ça? En fait, c'est en ce thème que le président se pose. Et il est important que le président comprenne ça. Et il faut quelqu'un pour le dire. Les producteurs ne sont pas toujours là. Nous sommes leurs représentants. Nous avons l'obligation de parler à leur place. Et vous le faites là où assez bien. Là où il le faut. Et j'avoue que vous le faites assez bien. Non, Alors, pas suffisamment. Oui, vous parce le que faites. on n'a pas encore atteint. Ça- Attendez, ici, nous, la seule chose qu'on demande, revenons sur notre Voilà, question voilà, 2026, 2026, voilà. qu'on nous organise les élections dans la transparence. Oui. Et nous, les démocrates, nous sommes convaincus que ce pouvoir, nous allons le prendre. Pour pouvoir faire les choses, est-ce que Comme il faut. Est-ce que, Parce qu'on a l'impression. est-ce que les démocrates ont déjà un candidat? On ne peut pas aller à une élection sans candidat. Oui, c'est qui le candidat des démocrates? Ah bon, ce qui est sûr. On est à 2 ans, on est à 2 ans. Ce qui est sûr, Oui. même au Sénégal. Nous voyons que vous même êtes les très gens actifs. Même les gens qui sont en prison, qui être candidats. Ah, donc c'est Ricky Amadougou, la À candidate des aucun moment démocrates? je ne l'ai dit. C'est J'ai le dit. membre des démocrates qui est à la prison. C'est Ricky Amadougou. Non, j'ai dit au Vous voulez Sénégal. faire comme Sonko? J'ai dit au Ricky Sénégal. Amadougou J'ai déposera dit sa au campagne Sénégal. depuis J'ai la dit- prison, j'ai depuis dit au Messerete. Sénégal. Non, aujourd'hui, Oui, la situation de Ricky Amadougou et de Ousmane Sonko, ce n'est pas la même chose. d'accord. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Oui. Ricky Amadougou a été poursuivi, a été condamné officiellement ici. Son casier judiciaire n'est pas vierge, même si on l'a fait exprès. Donc s'il dépose aujourd'hui sa candidature, la candidature ne sera pas valable. Nous le savons. Donc c'est pourquoi vous voulez l'amnistie qui va effacer son casier judiciaire. En tout cas, de toutes les façons, nous pensons qu'il est important qu'elle soit libérée. D'accord. C'est important pour nous. Alors, Ce qui est sûr, oui, le Parti des démocrates aura son candidat. d'accord. Oui, nous D'accord. y travaillons. D'accord. D'accord? Alors, le retour de Boni Yayi à la tête du Parti des démocrates, c'est quoi l'objectif? Beaucoup disent qu'on aurait préféré que l'ancien président se repose et devienne une bibliothèque auprès de qui on viendra prendre des conseils au lieu qu'il se mette vraiment dans l'arène. Est-ce que vous, par exemple, honorable Orokoubou, vous n'êtes pas à même de diriger le Parti des démocrates à Tchadé, au Éric Ondité? Vous n'êtes pas à même de diriger le parti pour que vous puissiez demander encore aux vieux, Mais si aux je vieux vais sages. je vais aborder la question sur deux volets. Oui, le premier. Il y a ceux qui pensent que le président de la République est un ancien, il n'a pas besoin de se mêler à la politique. Oui. Alors, il nous me dire, est-ce une infraction qu'un ancien président de la République? Je crois que le jour-là, j'étais heureux de vous voir poser la question à l'intéressé. Tout à fait. Si n'était pas un citoyen comme tout autre. Oui, Aux États-Unis, vous avez vu Barack Obama oui, battre campagne pour les démocrates. bien sûr. Exactement. Pourquoi au Bénin on va refuser? Le président Soglo dont il parle, le président Soglo n'a pas été maire après être président. Bien sûr. Il n'a pas vu ça. Le président Soglo est devenu maire alors qu'il a été président de la République. Pourquoi les gens ne peuvent pas parler? Et pourtant ils nous disent qu'ils sont des professeurs, qu'ils sont des intellectuels. Moi je ne comprends pas. Ils nous prennent pour des morceaux de briques. Non, mais ce qu'on Voilà dit, pourquoi je vous dis, il y a des gens avec qui on ne peut pas faire débat. oui, ce qu'on dit, honorable, Non, est-ce qu'on j'ai est... dit. Oui, Je vais le prendre sur des volets. d'accord. Et vous êtes béninois, vous avez été témoin. Ils ont dit il faut que les anciens chefs de l'État soient aux côtés du chef de l'État en exercice pour être une l'accompagner, bibliothèque oui. et pour lui donner des conseils. Lorsque vous donnez des conseils à quelqu'un qui ne vous écoute pas, quel est l'intérêt d'être à ses côtés? Dites-moi, on peut dire le nombre de fois que le président Boni Yayi a rencontré le président Patrice Talon. Oui. On peut dire le nombre de fois que le président Soglo a rencontré le président Patrice Talon. Il a obtenu quoi? Et vous allez faire quoi? Et vous allez rester là tout le temps? Ah non, attention.
Qu'est-ce que vous voulez? Revenons, il faut sortir de là. Ok, revenons à vous qui êtes autour de Boni Yayi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Il y a dit ces deux volets. Oui. D'accord. Je prends le second volet. Oui. Si je crois à votre question, c'est de dire pourquoi le président Boni Yayi à la tête du parti des démocrates, alors que il y a plein de jeunes... Vous savez, dans la vie, il faut tirer expérience de ce que vous vivez. Je crois qu'on a commencé quelque chose avec le président Patrice Talon depuis 2016. Oui. Et de 2018 à 2019, nous avons vu de quoi le président Patrice Talon est capable en matière politique. Et je vais vous le dire aujourd'hui. La stratégie du président Patrice Talon, lorsqu'il a un adversaire devant lui, en tant que parti politique, ça il avait déjà dit, c'est nous qui ne prenons pas sérieux, il faut imploser le parti de l'intérieur. C'est la stratégie. Il faut affaiblir l'adversaire, sans avoir à même l'affronter encore. D'accord? Oui. Est-ce que c'est ce qui a commencé avec le vote de Aossi? Non, parce que lors de cet entretien, j'ai entendu le chef de l'État dire, prévenir les démocrates, le président Boni Yayi, de ce qu'il, s'il permettait un certain nombre de choses, il ne pourra pas lui-même gérer le parti les démocrates. Et peu de temps après, on voit Aossi qui se désolidarise des 28 députés. La gestion de notre parti, d'accord, oui, ne regarde en réalité pas le président Patrice Talon. La façon dont nous gérons notre parti. Il est le président de tout le monde. Il est le président de tout le monde, il n'est pas le président de notre parti. Il a l'UPR et il a le BR. Il n'a qu'à s'occuper de ça. C'est important. La façon dont nous gérons notre parti là, à l'intérieur de chez nous, là, qui ne s'en occupe pas. C'est-à-dire pas publiquement. D'accord. Au moins ça. Oui. Qu'on nous donne cette possibilité-là. Oui. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, lors du vote du budget, pendant que le président de l'Assemblée nationale était là, le premier vice-président était là, eux tous se sont dégagés pour dire que cette fois-ci, c'est lui qui va gérer. Pourquoi? Oui, pourquoi, selon vous? C'est là de la manipulation. C'est là de la manipulation. Le président s'en est pris à Éric Moundoté lors de leur rencontre. Comme quoi, pourquoi on peut. Alors que le chef de la manipulation, si on doit le chercher, vous savez où le trouver. Nous avons des exemples à foison pour justifier cela. D'accord. Que le président sache que on le regarde, on le voit. Et que tout ce qu'il dit là, ça rentre dans nos oreilles. Et nous savons très bien que, en réalité, ça ne rime à rien. D'accord. Le deuxième volet, c'était quoi par rapport à Boni Yayi qui est président du Parti des démocrates? Alors, on était sur ce point. Alors, je crois que nous sommes un parti politique. Le président Boni Yayi était le président d'honneur de ce parti politique-là. Oui. 2026 constitue un enjeu important pour nous. Oui. Et nous avons à consolider notre parti, à rendre le parti, les démocrates, fort. Solide. Ce n'est pas la personne du candidat que nous allons désigner qui nous importe. C'est la force du parti. D'accord. C'est la force du parti. Donc, parmi nous, là, qui peut diriger le parti pour que le parti puisse véritablement s'enraciner, pour que le parti soit fort, pour que ce parti soit capable de résister à l'assaut de nos adversaires. Oui. Parce que leur première stratégie, c'est de faire en sorte que le parti puisse imploser de l'intérieur. Qui est celui qui peut tenir ce parti-là pour que cela ne soit pas possible? D'accord? Une fois que nous avons rendu notre parti fort, même si c'est un cafard que nous avons mis comme candidat, il va gagner cette élection. Donc, nous espérons que les démocrates ne vont pas proposer un cafard pour, non, vous avez le diriger. Vous avez vu, le peuple béninois Oui. nous a surpris sur la première question que vous avez posée. Oui. Le peuple béninois, les démocrates ont réussi parce que le peuple béninois a dit, même si vous avez éliminé tous les candidats, vous les avez sortis tous de la liste, même si c'est cafard, vous nous présentez là, on va voter, ils iront à l'Assemblée nationale. C'est le peuple béninois qui a fait ça. Merci beaucoup, honorable. On a rendu hommage à ce peuple béninois. C'est pourquoi nous, on a compris, on a fini par comprendre que l'harmonie avec le peuple importe pour nous plus que tout. D'accord, merci beaucoup. Nous voulons être en communion. Merci, avec honorable. Notre peuple. Merci nous beaucoup. Nous voulons être crédibles vis-à-vis de notre peuple. Oui, honorable. C'est plus important. D'accord, merci. On vous aurait compris. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Quels sont vos vœux?
Merci beaucoup, M. Barnabas. Oui. Merci, Ismaël Balogun. Merci, honorable. Et je voudrais donc, à l'orée de cette année nouvelle, souhaiter le vœu les meilleurs à tout le peuple béninois. Et surtout à son chef, Baptiste Talon. On lui souhaite bonne santé. Oui. Oui, bonne santé, qu'il puisse nous écouter, qu'il puisse écouter son peuple. C'est ce qu'on lui demande. Et que ce que nous avons vécu, cette mauvaise campagne agricole, qui a fait souffrir nos petites populations, que cela ne se répète pas. Qu'on prenne les bonnes décisions pour qu'on gouverne ce pays-là dans l'intérêt de tous les Béninois. Que les Béninois puissent sourire à la veille des élections. Vous voyez, vous regardez nos peuples là, vous regardez dans les visages des gens ont la vie en ligne renfrognée. Sur les marchés, c'est comme ça ne va pas. D'accord? On souhaite le plus cher que notre pays soit bien gouverné pour que tout le monde puisse trouver son compte. Je souhaite donc heureuse année à notre président, le président Boniaï. Il a souhaité mes meilleurs vœux à Baptiste Talon, au président Baptiste Talon. Je le souhaite au président Boniaï. Je le souhaite au président Éric Mouleté. Je le souhaite au président Achadé, à tous les vice-présidents, à tout le parti des démocrates, à tout le peuple béninois. Oui, je suis dans le septentrion. Je le souhaite vraiment à toutes les populations du septentrion, notamment les populations de Parakou, que nous adorons fort. Et les populations de la 8e circonscription électorale. Je les félicite. Ils nous ont épatés. Et nous attendons vraiment. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. Un mot à l'endroit de l'équipe de Tabac, honorable. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par vous. Il a dit à mon frère Barnabas, j'étais surpris quand je suis venu voir le confort dans lequel Davaro s'est trouvé. Il a dit, mais petit frère, quand tu as grandi comme ça, Ismaël Balogun, je souhaite que 2024, là, que ça soit encore meilleur. Amen. Je vous souhaite robuste santé. Merci à vous, à tous les techniciens de la maison, à vos parents, à vos épouses à la maison, même vos copines. Je les souhaite ce qu'il y a de meilleur. Merci beaucoup, honorable. Merci, honorable, pour ces vœux. Et c'est justement sur ces vœux que cette émission se referme. Honorable Worokoubou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, nous avons fait le tour d'horizon avec l'honorable. Nous avons passé en revue les questions d'actualité nationale. La récente sortie du chef de l'État, Patrice Talon, la loi d'amnistie proposée par les députés du parti politique Les Démocrates, justement, pour la libération des détenus politiques et le retour au pays des exilés politiques. Madame Assouloukouma, merci. Merci Ismaël Balogun. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Très bonne et heureuse année 2024 à chacun et à tous. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.